Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce du coup 11e épisode du No Limit Natchi Podcast. Dans cet épisode, tout simplement, on va parler de la préparation des athlètes de la team et du coup de Florian pour la saison A de 2026 qui arrive du coup bientôt là en avril. Avant ça, tout simplement, je voulais vous remercier et on voulait vous remercier aussi de l'accueil qu'avait reçu le 10e podcast avec Arthur. On a eu beaucoup de retours positifs, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, également sur les j'aime, sur les vues. Donc très content que cet épisode vous a plu, également que ben, du coup l'invité était forcément très intéressant avec Arthur et ça vous a plu. On va essayer par la suite de continuer à inviter des personnes qui sont intéressantes, qui ont quelque chose à ramener dans le bodybuilding, qui peuvent également bah, vous en apprendre plus un peu sur tout ce monde-là et vous faire devenir de meilleurs athlètes. Donc voilà, merci pour tout ça. Et 11e épisode, ça commence à faire quand même pas mal d'épisodes. On est toujours content des retours. Et dans cet épisode, encore une fois, on va aborder un sujet qui sera différent des autres. Et avant tout ça, est-ce que Flo, tu vas bien? Cet épisode, il est un peu là pour parler de toi, de ta prep. Comment tu te sens actuellement, que ce soit la forme, que ce soit bah, peut-être la hype un peu de commencer une nouvelle saison. Ouais, merci à tous. Je vais revenir encore une fois. Merci à tous ouais, pour les retours. Je suis très content encore une fois de faire ce podcast-là. Et podcast, enfin un peu différent, non, c'est un peu toujours le même sujet. Ça va parler de bodybuilding bien sûr, mais je trouve ça intéressant effectivement de pouvoir faire un podcast parce que c'est assez facile à écouter d'un petit peu comment on va démarrer la prep, à quoi ça va ressembler, etc. Quelles sont les échéances, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, donc c'est cool de pouvoir y répondre. Et la hype, elle est là. Quand tu démarres, de toute façon, quand tu démarres potentiellement une phase de sèche, un peu, que ce soit une mini-cut ou une prep, il y a toujours cet instant un petit peu de regret de te dire, ah, est-ce que j'ai profité assez de la phase de masse? Mhm. Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'ai profité assez de repas avec mes proches? Est-ce que j'ai profité d'assez de repas avec Ophélie, du coup, ma copine? Mais c'est vraiment, on va dire, allez, les 2, 3 premières semaines, après, tu te mets dedans et en fait, ça devient une habitude et c'est OK. Là, il y a un peu tout qui, effectivement, tombe d'un coup. C'est qu'il y a la prep, plus encore, le jet lag est passé, mais il y a eu le jet lag. Et du coup, ça a un petit peu fatigué le tout. La dernière prep date un peu, donc je sais plus exactement comment elle a commencé, mais effectivement, je suis assez content, assez je dirais pas pressé parce que j'aime bien le process et j'aime bien justement le fait de voir le physique changer, d'avancer semaine en semaine et de mois en mois. Mais j'ai hâte. Ouais, effectivement, c'est pas une hype, c'est pas plus que ça. Je fais ça avant tout euh, bah, ça sera pour inspirer, oui, mais surtout avant tout pour moi et parce que je veux Ouais. aussi montrer le fruit de mon du travail. Je pense que c'est important aussi de penser à ça. Mais c'est surtout ouais, une hâte, même si pour l'instant on va dire c'est un peu incertain, mais on en reparlera un peu par la suite. Pas incertain la prep, ça c'est quasiment certain, bien sûr, même si on sait jamais, mais voilà. Mais plus au niveau des dates et au niveau des compétitions, parce qu'il n'y a pas encore les calendriers, qu'on est encore assez tôt. C'est plutôt le premier mois sera assez prévisionnel d'être sûr d'être en bonne position pour être prêt à temps. Si jamais c'est plus tôt, si jamais c'est plus tard. Ouais, beaucoup de choses qui vont changer sans doute. Yes. Et ouais, ce que tu disais par rapport à la phase de masse, est-ce qu'on a toujours profité assez? Je pense que pas mal de personnes qui commencent des preps, même des personnes qui commencent des cuts, ils vont s'y retrouver un peu de... En fait, quand tu es dans le process, que tu es là, tu manges beaucoup. Même moi, des fois, je me fais la réflexion de... je sais que la prep va arriver, c'est pas encore, hein, mais je me dis, profite quand même là d'être à 4000 calories, de manger, de pouvoir manger beaucoup. En fait, et le truc de vouloir faire des repas avec ses proches, je sais qu'on a un peu la même vision où c'est quand même, on va chercher la performance. On sait que ces repas-là, c'est cool, mais si tu en fais beaucoup trop au niveau des performances, potentiellement, un peu te poser des problèmes. Et durant la bulk, moi, comment je vois les choses, c'est simplement, ben, c'est le moment de faire du muscle, c'est le moment pas non plus de trop profiter. Enfin, bien sûr, faut profiter, etc. Et bah, du coup, je préfère être dans ma routine. Je pense que c'est le cas aussi de manger sa diète qui reste assez fixe, etc. Pas trop sortir pour rester performant parce que tu sais que c'est là où tu vas te préparer pour combler tes lacunes sur les preps. Et donc, on le fait volontiers de, en fait, de manger sa diète fixe, manger tout le temps les mêmes choses, tout le temps les mêmes choses. Et lorsqu'on arrive sur les... lorsque tu arrives près de ta prep ou près de ta mini-cut ou quoi que ce soit, et que tu sais que pendant 10 20 25 semaines, tu vas devoir être sûr et certain de ne pas aller manger dehors,
Toujours un peu cette impression de d'avoir raté le truc de, ok, en fait, quand j'étais à 4500, j'aurais pu aller faire un nombre incalculable de repas à l'extérieur. Mais en fait, quand t'es dedans, ben, tu veux même pas le faire, en fait. Le seul moment où tu veux le faire, c'est quand t'en as plus la possibilité. Mais quand t'en as la possibilité, ben, tu cherches toujours le mieux pour toi. Et ouais, c'est toujours un truc où tu te dis, ouais, t'as des regrets, mais en fait, c'est même pas des regrets, tu sais très bien que t'as fait ce que tu devais faire, hein. Mais ouais, je 100%. comprends, et c'est des fois bah, profiter aussi de pouvoir manger plus, ou même simplement manger plus dans sa jet fixe ou dans sa jet, quoi. D'être là et de pouvoir de jamais avoir faim, Ouais. de tout le temps pouvoir manger un peu ce que l'on veut ou des quantités vraiment folles. Mais, Et le fait justement de faire gaffe à ta diète et de pas manger à l'extérieur, tu auras plus facilement la possibilité de manger plus que justement à manger l'extérieur, souvent à ouais, l'extérieur. Parce que souvent, effectivement, le fait de manger à l'extérieur, ça va remonter ta moyenne et tu risques de rester à une moyenne qui au final est très basse c'est sans ça. pouvoir manger plus chaque jour. Et du coup, c'est plutôt bien parce que c'est ce qui te permettra aussi de pouvoir manger plus. C'est aussi le fait d'être vigilant sur ta diète et de respecter ta diète. Et surtout ça aussi qui est important à préciser, quoi. Ouais, parce que si t'es là, tu manges dehors, tu fais de la flotte toutes les semaines, bah ton coach ou même toi, tu vas pas savoir, ah ok, est-ce que là j'ai pris du poids ou c'est simplement de l'inflammation, de la flotte, Exactement. etc. Donc on n'augmente pas les calories parce qu'on est un peu dans le flou, etc. Et au final, à quel point tu aurais pu augmenter tes calories beaucoup plus rapidement, progresser beaucoup plus rapidement si t'étais resté sur une diète. Et souvent, les repas à l'extérieur, c'est souvent, je parle pour beaucoup de personnes, c'est souvent simplement vouloir combler un manque ouais, un manque dans leur diète parce qu'ils veulent manger des choses un peu plus, avec plus de goût, ou tout simplement ils veulent se faire plaisir. Alors qu'en fait, si tu restes sur ta diète fixe, tes calories vont tellement augmenter qu'ensuite tu pourras te faire plaisir quasiment tous les jours. Voilà, Après, c'était il y a un aspect social, il faut juste être bien bon et sûr. faire les bons choix. Des fois, c'est plus simple quand tu as beaucoup, c'est sûr. Et puis, c'est un peu la même chose en sèche, c'est le fait de respecter ton plan. Euh, Tu vas potentiellement te retrouver à perdre du poids avec plus de calories que si justement tu respectes pas. Parce que si finalement tu respectes pas, ton poids remonte et que tu as monté ta moyenne, et ben en fait tu vas te retrouver du coup bah après donc, au bout d'un moment un coach qui est bon il s'en rend compte si tu triches, mais imaginons là tu vas te retrouver du coup à descendre les calories. Ou du coup on va descendre les calories, tu vas te retrouver à moins de calories, moins de moyenne et en fait tu auras pu perdre plus de poids. Tout autant rapidement, peut-être même plus rapidement avec plus de calories. Du coup, qui dit plus de calories, il dit aussi plus d'énergie et avec un physique qui reste beaucoup mieux, avec possiblement moins de chances de perdre du muscle. Donc en fait, c'est un peu la Mm, même chose. C'est toujours bon en fait de faire au maximum pour respecter ça. C'est-à-dire, on ne parle pas d'être euh, militaire strict et voilà, c'est autoriser des repas en extérieur, il n'y a pas de souci, du moins quand tu le peux. Mais il faut que ça reste dans la limite du raisonnable. Et si vraiment, effectivement, il y a un moment où tu as envie de te dire, tu veux euh, un cookie plus un repas, bah, potentiellement, peut-être que c'est trop. Simplement, bah, fais le repas et le cookie pourra venir potentiellement peut-être soit quelques jours après, soit la semaine d'après. Surtout si tu as du temps et que tu es en phase de masse et que tu as encore des mois et des mois devant toi. Si tu l'as pas tout de suite, c'est pas non plus dramatique mm, normalement. Et c'est comme j'avais dit dans un podcast, je crois, tu vois, avec le burger, c'est-à-dire que si jamais bah, le magasin sera encore ouvert la semaine prochaine et si jamais il est ouais. fermé, c'est que du coup, valait mieux pas y aller parce que soit c'était de l'hygiène, soit il y avait un problème, tu vois. Donc, Ouais, c'était une phrase que tu avais dit dans un podcast où on abordait la cut et tu avais dit le cookie, le burger que tu veux manger là, il sera toujours là 20 semaines après. Et je sais que c'est ça ça. aide pas mal de personnes. J'ai pas mal de personnes m'ont dit, ouais, la phrase que tu avais dit, alors que c'était même pas moi qui l'avais dit, c'est toi qui l'avais dit, mais cette phrase-là m'a pas mal aidé dans le fait de, en fait, temporiser et comprendre que c'est que de l'émotionnel et que souvent, en fait, et c'est vrai que la nourriture, plus que tout autre plaisir de la vie, est instantanée et c'est tellement facile de se faire plaisir avec la nourriture. Et en fait, comprendre qu'en fait, on a juste besoin en fait de se détendre ou se prendre un moment pour soi. Et la nourriture, c'est tellement facile, tellement abordable et tu as un shot de dopamine énorme dès que tu manges. Et du coup, ouais, en fait, tu as juste besoin d'être chill et de te reposer et tu penses juste à la nourriture parce que c'est le premier truc qui te vient. Mais si tu trouves une autre activité qui te fait aussi autant de bien, en fait, c'est pas vraiment, t'as pas faim, t'as juste envie de manger n'importe quoi pour te faire plaisir. C'est Et ça. Puis c'est de la gratification différée. Ça veut dire que, ok, peut-être que là, ce burger, il va du coup te monter tes calories à 3007, mais après, les jours d'après, tu vas devoir retourner dans ta moyenne à c'est ça. 2007, qui fait 1000 de moins, tu vois. Alors que si tu l'avais pas mangé, potentiellement, tu aurais monté les calories, ta moyenne, elle aurait été à 3003. Et vaut mieux faire, je sais pas moi, 14 jours à 3003 que genre 13 jours à 2007 et un jour à 3700. Tu vois, c'est beaucoup mieux. Alors après, Mm. il faut pas diaboliser la nourriture, bien au contraire. Après, avec Oui, l'expérience, t'apprends aussi que
que c'est un carburant et que voilà, c'est si tu fais les choix, les très bons choix, c'est ok, il y a pas de souci. Il y a des moments pour, il y a des moments où simplement, bah t'es un athlète et c'est comme ça. Tu ne pourras pas en avoir autant que tu veux ou avoir ce que tu veux. Le discours, il est aussi bien sûr beaucoup plus simple quand t'as de l'expérience aussi et que du coup, je suis dans une phase où là actuellement, j'ai pas spécialement faim plus que ça. Est-ce que mon discours change? Alors, je pense pas que mon discours changera, mais si maintenant tu parles avec quelqu'un qui fait sa première prep et qui potentiellement est actuellement en plein post-show, peut-être que son discours sera un peu différent et il aura simplement lui envie de se dire, bah écoute, je m'en fous, je préfère faire 13 jours à 2007 et un jour à 3007 parce qu'effectivement, ça me fait du bien et j'en ai besoin. Et s'il avance comme ça et que c'est OK, il n'y a pas de souci. Quand tu es comme ça dans une phase de façon post-show, ton corps, il est tellement ouvert à prendre des calories que même avec peu de calories, entre guillemets, c'est le 3000, 2007 comparé, ça reste beaucoup, mais 2007 comparé à 3007, tu feras quelque chose, tu vois. Et de toute façon, si tu fais gaffe, si tu fais pas, si tu t'exagères pas non plus pendant 4 jours de suite, même si c'est un jour à 3007, généralement, pour ton corps, c'est quasiment rien. Surtout si tu as été très, 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 très shred. Donc en fait, de toute façon, les calories vont finir par remonter. Il faut juste savoir en profiter et juste se dire que peut-être mettre des limites, tu vois. Il faudra, tu auras forcément un repas avec ton père, un repas avec ta mère, un repas avec ton père plus ta mère, un repas avec ta copine. Faudra, tu vois, au bout d'un moment, non mais c'est vrai, au bout d'un moment, il faudra choisir. Mais après, certaines personnes trouvent leur équilibre dans alors après, il y a c'est la même chose, c'est l'adhérence et l'optimal. Certaines personnes vont trouver leur équilibre dans prendre 9 kilos en une semaine, post-show, tu vois. Ou même plus, hein, je dis 9 et encore 9 paraît Ouais, raisonnable. Non, c'est pas c'est forcément gentil. raisonnable, mais presque. C'est beaucoup, mais... C'est encore gentil, tu vois. Je crois que c'était Julian, je crois, Jackie Chan sur les réseaux qui avait dit qu'il avait pris 11 kilos en 9 jours. C'était ça? Ou Ouais, mais je vois c'était. beaucoup Ou en des fait, c'était 14 un. kilos en une semaine, 14 kilos en Ouais, 10 c'est jours. Ça arrive un tellement délire comme souvent. ça. Ok, Mm. c'est de la flotte, mais ça fait quand même de l'inflammation. L'inflammation, c'est jamais bon pour le corps, c'est jamais bon pour les cellules, c'est jamais bon pour la récupération, Mm. c'est jamais bon pour la peau, pour les hormones, pour les organes, tout ce que tu veux. Mais encore une fois, c'est l'optimal et l'adhérence. Si tu adhères comme ça, bah voilà, c'est juste que potentiellement tu vas mettre un peu plus de temps à récupérer et en fait tu vas te rendre compte que tu seras pas forcément plus fort et que tout va être un peu dégueu, tu vois, que ce soit ta peau, tes entraînements, etc., ta digestion. Mais si tu adhères comme ça, ma foi, comme ça, il faut juste savoir que derrière, bah, c'est de la gratification instantanée parce que potentiellement c'est 2 semaines. Mais derrière, tu as potentiellement perdu bah, 2 mois, peut-être 3 mois. C'est Ça va vite, ça. hein. Au final, 14 kilos, c'est énorme, hein, de phase de phase de masse, même si tu vas les reperdre un peu et que ça va se restabiliser, c'est quand même ça de perdu. Et c'est énorme. En fait, c'est énorme. Mm. 2 mois en surplus, tu craches pas dessus. Surtout quand potentiellement c'est ta première prep et que tu as devant toi et tu veux revenir très fort et que tu veux te laisser du temps, quoi. Et ça, c'est vrai, mais en post-show et en ne l'ayant encore jamais vécu, c'est un peu compliqué d'en parler. Mais de ce que je peux voir sur les réseaux, c'est souvent... bah, déjà, c'est un peu compliqué lorsque tu as fait quand même 25 semaines ou vraiment potentiellement en fonction de comment tu l'as vu et ta vision des choses, ça peut être compliqué de te freiner, mais on sait très bien que les 2 mois qui vont suivre ton post-show, c'est un peu les 2 mois qui vont déterminer à quel point tu vas pouvoir mener ton off-season de la meilleure des Voilà. manières ou à quel point, ouais, à quel point tu vas te freiner là-dessus. Si tu gères bien tes 2 mois, bah, tes calories déjà elles vont monter très rapidement, donc tu auras de moins en moins faim. Et en fait, les cravings que beaucoup de personnes ont, ils les ont parce que actuellement ils ont encore enfin, un corps qui a encore trop peu de calories. Si tu étais à 4000 calories, tu n'aurais pas ces cravings. Donc simplement, il faut pouvoir se laisser le temps et être assez discipliné pour en fait pouvoir faire augmenter rapidement ses calories. Et tu vas voir que rapidement, tu n'auras plus vraiment envie de d'autant de sucre. Alors si potentiellement, tu en auras encore envie parce que tu t'en seras privé pendant pas mal de temps en prep, mais ce ne sera pas des orgies alimentaires. Tu vas manger ton cookie que tu auras envie, mais tu vas pas t'enfiler de pizza, 3 cookies, simplement parce que en fait, tu auras fait les choses bien et tes calories seront montées. Mais ces 2 mois-là, ces 8 semaines et plus même, sont toujours les plus compliqués. Ça, ce sera Ouais, le ouais, post-show. faut faire après la C'est- différence aussi entre un vrai craving et une vraie envie de manger et juste simplement le mental qui te dit, parce que c'est un peu ce que j'avais moi, le mental qui te dit simplement, en fait, t'as pas faim, juste, t'as passé trop de temps à rien manger, mais juste simplement un aliment dans ta bouche, tu vois. Et ça peut être un truc tout bête, hein. Et en fait, c'est Hmm, ça, en fait, t'as pas faim, c'est juste ton mental. Et souvent, le mental, bah, après, c'est toi qui es fort ou pas. Et il y a des personnes, ça va durer plus que 2 mois, des personnes, ça va durer moins de 2 mois. Et c'est ce qu'on disait avec Arthur aussi dans le podcast, c'est que au bout d'un moment, la faim, elle est toujours là.
Et tant mieux, parce qu'après, tu peux justement partir une phase de masse en ayant faim et t'enfiler de grandes quantités de, bah, tu passes de riz, de pommes de terre, peu importe, justement, parce que tu peux facilement en manger. Avoir faim en phase de masse et ces repas, c'est une bénédiction, tu vois. Toutes les personnes qui sont en masse actuellement et qui galèrent à manger ou qui sont passées par là, bah, seront d'accord avec moi. Euh, donc en fait, au bout d'un moment, c'est plus des cravings, c'est juste bah, t'as faim parce que c'est normal. Et au bout d'un moment, il faut juste euh, accepter. Et au fur et à mesure du temps, tu vas par toi-même te rendre compte qu'en fait, bon bah Mm. voilà, ça fait partie du jeu. C'est pas non plus, ça va, Ouais. ça le fait. Toi, tu l'avais vécu comment ton post-show, le premier, le tout premier post-show? J'avais l'impression que, comparé à d'autres personnes, c'était vraiment compliqué, où tu vois les mecs qui prennent beaucoup, beaucoup de poids et qui ont du mal à se contenir, que c'était plutôt raisonnable. C'était un post-show qui avait plutôt bien été mené, surtout que je pense qu'à enfin, à l'époque, t'étais déjà avec AJ, t'avais déjà fait la transition. Du coup, comment tu l'avais vécu? Mais je crois que tu l'avais Euh, plutôt bien vécu. je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment aussi dur. En fait, ce qu'il y a eu, c'est Ah que ouais? à la fin de la prep, j'ai quasiment directement enchaîné avec la WNBF UK, du coup, en Angleterre, donc j'ai pas forcément eu le temps d'y penser. Et là, effectivement, les Ouais. calories sont montées parce qu'effectivement, je marchais beaucoup, donc pas en tant que compétiteur, hein, j'y suis allé coach et spectateur, du coup. Euh, Et du coup, il y a pas mal de steps, etc. Donc ça allait. Et après, au retour, il y a eu pas mal de choses qui sont enchaînées. Il y a eu le départ en Roumanie, etc. Donc en fait, très rapidement, je n'étais pas forcément dans ma routine. Et ça, je pense que c'est une grave erreur. Pouvoir être dans sa routine, c'est beaucoup mieux. Donc, selon AJ, ça a été plutôt bien géré. Selon moi, je pense que j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu garder un physique un peu mieux plus longtemps. J'aurais pu faire un peu moins de flotte, un peu moins d'inflammation. Mais ça n'a pas été autant de kilos qui ont été pris. Après, à un moment, il y a eu pendant une semaine où effectivement, bah, j'ai plus fait aucun repas en extérieur pour stabiliser un peu tout ça. Et c'était difficile, mais bon, ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Et je pense que j'aurais pu faire mieux, mais c'était pas non plus hardcore. J'ai pas pris, enfin, Oui. quand je dis faire mieux, je pense que en vrai, j'étais dans la truc, Toujours hein. faire mieux. Ouais, je pense que j'ai dû prendre au début un truc, même mon poids au début j'ai perdu et après c'était remonté, mais je pense que au début, ouais, tu prends 4-5 kilos, c'est normal, c'est les kilos normaux. Peut-être que j'ai pris 6-7, un truc comme ça. Je pense que voilà, c'est pas non plus Ok. en l'espace de, je dirais 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup, mais en étant après, j'ai tiré très 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 longtemps, même trop longtemps. Je sais que celle-ci là, elle sera beaucoup plus courte. Et du coup, ce sera aussi beaucoup plus simple, normalement, la suite. Et même, j'ai de l'expérience, j'ai vu avec mes clients, etc. Donc, il n'y aura pas trop Ouais. de soucis. Ouais, surtout qu'avec la première prep, du coup, elle avait duré extrêmement longtemps. T'avais fait les deux saisons, quoi. Même si t'avais du coup peut-être un petit break entre les deux, mais tu restes, bah, t'as pas eu non plus trop le temps pour remonter d'un point de vue santé et moral. Donc, au Clairement. final, c'est un peu comme si tu tirais. Certes, un peu plus calories, mais tu penses toujours autant à la nourriture. Mais t'étais aussi parti avec une base qui était beaucoup plus fat, il me semble, non, que cette base-là aujourd'hui, où quand même vous avez bien géré les choses, vous partez en tout cas là, quand même très lean. Ouais, alors la première en fait, ça a été un peu spécial parce que en 2022, ouais, 2022, j'ai commencé en mars à 100,6 kilos Hmm. et j'ai Beau fini bébé. en, ouais, et j'ai fini pour toujours la même taille que maintenant. Hein, j'ai pas grandi, j'ai pas régressé. Et j'ai fini je crois en novembre quand je suis allé, du coup, j'étais avec Lucas encore voir Lucas du coup Hmm. à Birmingham. À 76. Donc quasiment en fait poids de scène, tu vois. Poids de scène, shred comme il fallait, etc. J'aurais limite pu concourir. Finalement, ça s'est pas fait parce que j'aurais pas été prêt pour la France WNBF et je voulais faire du coup la UK, mais c'était pas possible. Fallait forcément passer par la France. Donc finalement, j'avais quand même envie de concourir. Donc finalement, ça s'est fait en 2023. Donc il y a eu un moment de remontée, mais ça n'a pas été énorme. Et on a relancé la prep en février pour concourir en avril pour la première. Mais du coup, j'étais déjà quasiment prêt, tu vois. Donc en fait, il y avait un Ouais, virgule ok. cinq à faire tomber, même pas. Donc c'était quasiment rien. Donc en fait, si tu veux, je suis resté trop longtemps dans une phase vraiment de. Alors peut-être pas sous-nutrition parce que je remangeais, ça allait, etc. Mais quelque chose que j'aurais pu faire beaucoup mieux pour mon corps et perdre beaucoup Ouais. moins Attends, de mais muscles. pourquoi du coup, vous aviez prévu de faire WNBF UK? Pourquoi vous aviez fait une aussi grosse cut? Non, 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 non. Du coup, c'était pas prévu. C'est moi après qui ai dit, OK, ça serait bien de faire une prep. Cette année-là, mais au final, on a eu passé peut-être un peu trop de temps aussi en phase à un moment de maintien, parce que j'étais à 4400, on est descendu à 4000 pendant pas mal de mois, et c'est après Ouais, vraiment que ça a commencé à descendre. Donc, je pense que si vraiment il aurait fallu accélérer un peu les choses, mais on a quand même fait des compétitions, mais à ce moment-là, il n'y avait pas forcément le recul nécessaire de la part de Lucas pour vraiment préparer une compétition, et de ma part ouais. aussi pour me dire, OK, la vitesse à laquelle on doit aller, etc., même si Mhm. je voyais plus ou moins.
et que mon objectif c'était vraiment juste à ce moment-là de perdre du poids. On voulait repartir sur une grosse cut parce qu'on voilà, on était monté pendant longtemps et j'avais fait une phase de masse de, je crois, 2 ans, un truc comme ça, sans descendre les calories. Donc, ouais, c'était ça, c'est ça. Ouais, du coup, tu partais quand même avec une base, enfin, quand tu as commencé la prep, tu partais quand même avec potentiellement pas mal de faim et pas non plus un confort Non, extrême, non? ça allait encore, Ouais, ça allait encore. J'ai jamais eu vraiment, vraiment faim. Euh, j'ai jamais vraiment trop senti la faim. La faim, elle a été plus compliquée lors de la saison B parce que les calories sont été descendues un peu plus drastiquement. Il y a eu moins de glucides, ça a été géré autrement. Edge a géré ça complètement autrement. Donc à ce ouais, moment-là, il y a eu un peu plus de faim. Mais au bout d'un moment, c'était plus de la faim, c'était juste de la fatigue, quoi. ouais. Du coup, là, potentiellement, je pense que tu te sens un peu plus confiant sur cette prep. En même temps, tu as déjà eu la première. Là, comment, au niveau de la fin ou même de la forme, comparé à la première, tu te sens comment? Et c'était quoi un peu la vision de AJ? Parce que sur la première, forcément, il te prenait en cours de route un peu pour engager une seconde saison. Là, pour le coup, vous avez pu mener le off-season exactement comme il voulait, ce qui change quand même énormément de choses sur Bien sûr, comment la 100%. vision et comment tu vas amener un athlète. Quand tu prends un athlète comme ça qui arrive sur le tas, il te dit, OK, je concours dans 10 semaines ou quoi, bah, tu fais pas le même plan et tu peux pas forcément faire comme tu veux. Du coup, ça a été un peu quoi là le plan pour la suite et comment il a vu cette prep-là avec toi? Déjà, ouais, on a pu faire ensemble, du coup, un post-show, 2 phases de masse, 2 phases de mini-cut, une phase de euh, transition entre la fin de la masse et du coup la phase de la prep. C'est pour ça que j'ai resté assez lean durant ces quelques mois Ouais. post-truc sans forcément le dire, etc. Même si je savais que la compétition était prévue, mais c'est juste que j'avais pas envie de le dire aussitôt. Donc ça fait quand même pas mal de data, ça fait quand même pas mal de données. On est à Hmm. je sais plus la combienième semaine de bilan, un truc comme 120, 125, donc ça fait quand même pas mal de semaines quand même, tu vois, où il a pu me Ouais, voir ça doit être chaque ça semaine. parce que on a quasiment commencé, t'as commencé avec AJ quasiment en même temps qu'on a commencé ensemble, hein. Ouais, c'est Peut-être ça. quelques semaines avant, mais c'est On ça. a, ouais, on a commencé ensemble à travailler. Je me rappelle parce que tout premier check, je l'ai fait le jour de l'AFBN dans le sud. Et cette AFBN-là, elle était en septembre ou octobre, je crois. Fin septembre, début octobre, quelque chose comme Mais, ça. ouais, mais toi, t'as commencé à travailler en août Moi, j'ai avec commencé avec AJ en juillet. Donc, en gros, ouais, j'y allais, on Ouais. va dire, je dois être à 130 ou 128, un délire comme Hmm. ça, tu vois. Ouais, ça fait quand Euh, même du chemin quand même. ouais, ça fait quand même pas mal de bilans, tu vois. Ça, on est quasiment sur, on sera sur 3 ans là en août, donc du coup, ça laisse de la marge. Et ça a été cette saison-là qui a été, selon moi, la plus intelligente parce que 2026, j'ai du monde du coup en tant que client et même si du coup ma prep était gérée, je voulais quand même arriver confiant et être sûr d'être à 100% en termes de mindset et d'énergie aussi sur scène pour accompagner les personnes. Parce que si jamais effectivement j'avais fait la saison B, j'aurais potentiellement sans doute fait la WNBF France. Du coup, je dis dans le podcast, je la ferai pas du coup en tant que compétiteur. Mais du coup, c'est toujours un peu compliqué de la faire quand t'as pas mal d'athlètes ce jour-là, etc. Donc du coup, j'étais pas forcément pour. Donc la saison A, celle qui me semblait la plus intéressante parce que il y a pas mal de dates quand même intéressantes. Il y a de l'étranger aussi. Il y a du monde qui a mis concours. Et c'est un peu la même chose, c'est que les coachs du coup potentiellement font celle-ci pour laisser de la marge sur la saison B. Pour C'est leur un peu ce qu'a athlète, ouais. fait un peu ce qu'a fait Jay au final. Donc je trouvais ça un peu plus intelligent. Si finalement je me rends compte que cette saison elle est pas trop intéressante, les prochaines seront peut-être en saison B, mais pour l'instant c'est OK. Donc pour revenir à la question que tu disais, c'était quoi de nouveau? La vision, comment OK, vous voyez les choses. OK. En gros la vision des choses. On a démarré la prep du coup, là ça fait que 5 jours, on a démarré le 2. Donc mardi j'ai démarré et en fait ça va être un peu à voir les compétitions. En gros, la target, normalement, la première on a commencé là parce que la première normalement c'est INBA Netherlands, ok? Donc du coup Hmm. c'est INBA du coup Hollande hein, en français. Pour qualifier derrière pour INBA World, c'est quand même l'objectif. Ouais. Hongrie, Du coup, non, ouais, c'est Hongrie, Budapest, donc Hongrie, ouais, ça, c'est ouais, à Budapest, qui est du coup le 20-21 juin. Donc en c'est gros, c'est ça, pour ouais. faire celle-ci. Donc ça va faire un championnat du monde. Le but, bien sûr, c'est d'être champion du monde, bien sûr, si jamais je fais celle-ci. Potentiellement décrocher une pro card en Netherlands si possible, en body pour ensuite concourir chez les pros, du coup à monde, ou du moins décrocher la pro card à monde pour concourir chez les pros.
Le but, c'est quand même d'aller loin et de pouvoir être champion du monde dans la KT Pro, c'est quand même bien. Mais ce qui se passe aussi, c'est que maintenant, il y a les NPC naturels qui sont de plus en plus intéressants et Ouais. qui donnent la possibilité de passer IFB Pro. C'est quand même pas mal en termes de titres, en termes de cartes, en termes de niveau également et en termes de ce que ça amène derrière. Parce que derrière, après, si tu peux faire des compétitions pour aller à l'Olympia, même si c'est naturel. Et même si potentiellement, ma place, elle serait pas incroyable. Elle serait quand même fou de fouler la scène de l'Olympia en tant que naturel. Du coup, ce serait sans doute plus en classique physique qu'en body, sans doute, mais ça serait encore à voir. Donc, ça va dépendre vraiment en fait de ça. La target, elle a été sur celle-ci, donc qui est, au final, ça va pas me faire beaucoup. J'ai vu des questions justement là-dessus. Ça va pas me faire beaucoup de prep avant la première. Je suis à 18 semaines, je crois, entre 20 et 18, donc ce qui est pas beaucoup au final, hein, avant Ouais, la mais là, première. tu as une base un peu comme si tu sortais de pré-prep finalement. Le Voilà, c'est fait ça, d'être au resté final. hyper lean, donc Exactement. pas tant, Donc, pas tant de kilos que ça à perdre. c'est ça. En gros, c'est exactement ça. Donc, en gros, celle-ci, c'est peut-être la première, mais c'est pas sûr. Ça va Hmm. dépendre, en gros, de quand est le NPC en France, qui est à Issoire d'habitude, celui-ci, qui normalement, depuis 2 ans, tombe plus ou moins le week-end où normalement il y a les championnats du monde INBA. Donc, en fait, va falloir faire un choix. Si, Hmm. s'il y a finalement ce NPC-là et que je décide de partir en NPC, je ferai sans doute pas Inba Netherlands parce que ça risque de faire du voyage, des frais, des coûts pour une compétition où derrière je ferai rien de plus en Inba, tu vois. Donc, pas forcément de grand intérêt. Ou alors, effectivement, je la prends comme un warm-up show, mais même là, ça fait quand même pas mal de déplacements et de coûts et juste pour ça, donc à voir. Donc, en gros, ce serait pour l'instant ça. Et après, j'ai pas d'autres dates derrière. Si jamais je pars en NPC, bah après, le but derrière, c'est de faire celle-là histoire. Je crois t'as pas forcément besoin de faire de place importante pour derrière être qualifié. À partir du moment où tu te présentes, il me semble que t'es d'office qualifié derrière après pour les NPC. Ok. Même si le but, c'est quand même de gagner l'overall et de gagner le bouclier, bien sûr, NPC. Je crois que le trophée, ça ressemble à un bouclier, en gros. Ouais, c'est une sorte Euh, de frisbee là. une sorte de frisbee, ouais. Et derrière, du coup, de pouvoir enchaîner sur des NPC qui, du coup, sont un peu partout dans le monde et en Europe. Donc, en fait, voilà, c'est un peu incertain, c'est à voir. Et le but, là, actuellement, c'est du coup de partir sur une base de 700 à 800 grammes par semaine sur les 6 à 8 prochaines semaines. Donc, en gros, effectivement, ça veut dire à peu près me retrouver vers les 80 kilos, plus ou moins, vers février. Euh, donc, ouais, plus ou moins, quasiment au final début février, tu vois, donc début janvier, donc ça va aller très très vite. Ça va être plus que lean, tu vois, à 80 kilos. Je sais que, bon, je serais peut-être pas plein, parce que du coup, je serais en cut depuis un petit moment, quand même, et puis avec des calories pas forcément super hautes, mais ça, on va en reparler. Mais du coup, vraiment lean, tu vois, là, on va commencer à se dire, ok, le 80 kilos, il est bien, et après, ça va vraiment être, entre guillemets, du détail, même si. Le poids sur scène annoncé, AJ, il aime toujours être un peu hardcore et un peu extrême, entre 70 et 72, même si je pense que ça me semble alors sans doute trop bas et un peu trop extrême pour du NPC, parce que du coup, ils veulent pas forcément quelque chose de super, super sec, donc il faudra voir au niveau des compétitions. Mais ça sera à voir au fur et à mesure. Je sais que euh, le look est déjà vraiment pas mal ce matin sur l'update à peu près 86,9 je crois. Donc Ouais. j'estime un peu plus que 10 kilos à perdre, mais je pense être plutôt quelque chose comme 14, peut-être 15 au grand maximum, ce qui ferait plutôt quelque chose comme 72. 74 au plus bas. Ouais, Hmm. enfin, ouais, à Si peu t'enlèves près. 15, 14, ouais. Après, Non, est-ce que... ouais, 15 ça me semble grand. 15 ça me Ça me semble semble beaucoup, je beaucoup. pense. Ouais. 10-12, tu vois, mais oui. Après, de toute façon, vous Même, allez voir, et le poids sur scène est toujours compliqué à estimer. c'est ça. Peut-être à Après, on 76, vous parle allez à dire, jeun, on parle à jeun aussi sans doute, hein, on est oui, d'accord, bien hein, tu vois, sûr, c'est ouais. pas, c'est pas sur scène, donc au final. Parce que le poids que tu avais atteint à Jean, enfin, sur scène, le poids sur la scène pour 2000, fin, 2023, du coup, t'étais à combien? T'étais même pas à 72, t'étais plus lourd. Non, non, j'étais à 72 quelque chose, mais Ah j'avais ouais, perdu beaucoup de muscles entre avant-dernière et la dernière. Je pense ouais. que c'est là en fait. Sinon, j'étais vraiment bien à 74,5. Donc effectivement, en sachant que les T'as phases pris de du masse ont été muscle. productives et que Ouais. j'ai pris du muscle, ouais, tu vois ce que je pense. Je pense que tu arriveras. Je pense que tu peux être plus shred que ce que tu avais amené sur la saison 2023. Ouais. Largement, surtout KJ, on voit sur les athlètes qui mènent, bah, les mecs sont un pile de fous, quoi. Ils sont vraiment, vraiment shred. Donc tu pourras l'amener plus et potentiellement, je pense que tu as quand même construit un bon.
je sais pas, 4 kilos, 5 kilos de potentiellement de muscle sur ces 2 années. Parce que t'en as pas parlé là, mais sur les gros focus que tu as pu target sur ces 2 années là de off, c'était ton dos. Ton dos a quand même énormément évolué. Euh, je pense que tu pourras largement, ouais, je sais pas, moi je vois comme ça, ouais, peut-être en 75, après à voir hein, si vous avez besoin de tirer plus, mais ça m'étonnerait vraiment de te voir à 72. Ce serait, Ouais, ça, c'est vrai. ce serait beaucoup. Après ça dépend effectivement. À jeun, si je suis à 75 sur scène, c'est qu'à la pesée, je serais plus ou moins entre 73 et 74. Donc c'est ce que je disais. Ce qui me semble Ouais, plus ou moins pour les dernières pas trop mal. Et après, effectivement, ce serait potentiellement le même poids que les années précédentes où j'ai concouru, mais par contre beaucoup mais plus, ouais, plus épais et plus sec, frais. tu vois. Donc, Ouais. oui, Hâte de voir tout ça. Et là, sur les cales aussi, du coup, est-ce que ça va être une baisse qui va être linéaire? Parce que là, déjà, le drop de 800 grammes, ça se voit déjà que ben, vous avez une prep qui dure pas des masses, quoi, parce que bien sûr. 800 grammes sur 18 semaines, c'est quand même pas rien. Ça montre également bah, que forcément, vous avez eu beaucoup de temps, il a eu beaucoup de temps pour te connaître. À travers les mini-cuts, il voit que tu es quelqu'un qui a des facilités à perdre et tu as peu de phases de stagnation où t'as pas forcément besoin de tirer énormément pour perdre. Parce que c'est vrai que 800 grammes sur 18 semaines, c'est quand même beaucoup. C'est limite en fait une mini-cut, une pré-prep en fait. Ouais, Sur, après sur la dynamique. c'est 700-800 sur les 6-8 premières semaines. Donc Ah après, on ok. va ralentir, tu vois. Au Hmm, début, oui, c'est ça. Au début, on attaque très fort et après, progressivement, ça va plus être quelque chose comme 500. Un peu comme j'ai l'habitude de travailler au final. On hmm, attaque très fort au début et après, tu ralentis un peu parce ouais. qu'effectivement, sinon, ça va devenir trop compliqué et tu dois descendre vraiment trop bas les calories. Donc après, c'est un peu toujours la même chose. C'est effectivement, ça se trouve qu'avec les calories que j'ai actuellement, le 700, pardon, 800 va tomber du coup les 6-8 premières semaines comme on veut et en continuant avec ces calories-là, ça risque de continuer à descendre. Donc il est possible en fait les calories remontent un peu pour justement ralentir un petit peu et qui dit Ouais. remonter des calories du coup dit manger plus, donc du coup plus de glycogène, Puis plus l'énergie, d'énergie ouais. tout en continuant à perdre du poids et c'est ce qu'on disait, tu vois, c'est un peu comme une fois que tu as mis par exemple une diète break en place, t'es pas obligé de repartir sur les calories qui étaient avant la diet Précédente, break ouais. pour avancer. Justement, tu peux remonter un peu les calories, ça se voit même sur des phases de mini-cut quand tu mets des diètes break en place, tu peux remonter un peu les... Alors, elles seront pas plus hautes que la diète break, mais du coup, tu peux remonter un peu les calories de la baseline que tu avais avant, parce qu'en fait, ça continue d'avancer parce que le métabolisme est relancé. Donc, en fait, la stratégie, elle va dépendre, encore une fois, de Comment tu réagis? comment mon corps il bouge, comment j'arrive à dormir correctement, comment j'arrive à m'entraîner correctement. À la routine, j'ai pas trop de problème avec ça, mais comment le stress va impacter le reste, comment ça va bouger. Hmm, On sait jamais, mais la stratégie, en tout cas, pour les 6-8 semaines, elle est comme ça. Et ça me semble plutôt stratégiquement bien parce que je sais qu'à 80 kilos, ça va commencer à être vraiment très intéressant. hmm, Potentiellement même être compétitif dans certaines fédérations, même si c'est vraiment potentiellement, tu vois, des fédérations qui cherchent pas forcément vraiment la shred. Mais ouais, 80 kilos, ça commencera à devenir pas mal du tout. Ouais. Surtout qu'un 80 kilos qui peut potentiellement être plein après 3 jours de refit, tu vois. Je pense que c'est pas mal. hmm. Là, vous avez baissé combien les cales du coup? Là, du Pour le premier coup, drop. c'est ce qu'on avait dit avant. Je suis environ sur. En jour on, j'ai moins 1000 cal et en jour off, et j'ai à peu près 800 calories de moins. Donc, du coup, j'ai alors 2695 en jour on et 2720 en jour off. Alors, je mange un peu. Ah, pourquoi ça zoome? Toi aussi, ça zoome comme Pas- ça, la caméra? Oui, non, il y a que toi qui zoome en fait. Et je sais pas pourquoi ça zoome. Je pense que c'est parce que je descends la tête, donc du coup, la caméra elle zoome. Je vais essayer de remonter un peu mon téléphone pour qu'il me voie. Ça fait de l'intrigue. Du coup, ça Ouais. zoome. Un truc important à Ouais. dire. Donc, du coup, j'ai 2720, j'ai un peu plus en jour off, mais simplement parce que le drop, il a été fait un peu intelligemment sur les lipides, donc c'est un peu plus haut, mais bon, 2720, 2695, c'est comme si j'avais les mêmes calories en jour off et en jour Ouais, on au ouais. final. C'est juste que C'est que la les répartition. lipides, ouais, au lieu de se retrouver à des lipides qui seraient genre à 73, tu vois, ça a mis un chiffre pile à 80, tu vois, ou à 75 ou à 78. Donc, du coup, Hmm. c'est pour ça. Ouais, t'as Donc, combien au niveau des lipides? les lipides, je suis à 80 en jour off et 55 en jour on. Donc, ils n'ont pas bougé en jour on. Et ils sont quand Ouais. même assez hauts encore en jour off, ce qui me permet du coup d'avoir des bons lipides. Tu vois, j'essaie vraiment de maximiser mes lipides en jour off au maximum. Hmm. Avocat, huile d'olive, des noix, etc. Ça, je fais vraiment gaffe. Un jour on aussi en vrai, mais un jour off, j'en profite encore plus. Euh, et ouais, voilà, sur ça.
Les glucides, du coup, sont tombés de 150. Je suis passé de 550 à 300 en jour. Non, 250, pardon. 250 en jour on. Donc, je suis passé de 550 à 300. Donc, j'ai 300 grammes de carbs, 55 grammes de lipides et 250 grammes de prot. Et en jour off, du coup, je suis à 250 grammes de glucides, 80 grammes de lipides et 250 grammes de prot. Donc, les protéines ne sont pas trop hautes. Elles sont juste actuellement. Elles n'ont pas bougé en fait depuis la phase de masse. Ça permet aussi d'avoir un plus de satiété et d'avoir quand même des Mm. protéines assez hautes. Parce que quand on est comme ça dans une phase de déficit, on veut quand même s'assurer d'être sûr que euh, j'en ai assez justement pour conserver un maximum de muscles et pouvoir quand même continuer à en faire. Et ouais, là c'est plutôt bien. Ça a été compliqué les 2, 3 premiers jours post-jet lag parce que j'avais extrêmement faim, plus la fatigue à des heures qui n'étaient pas normales. Et c'est assez chiant de commencer une prep en ayant déjà très faim. Là maintenant ça va mieux, ça s'est stabilisé, c'est plutôt ok. Euh, j'ai joué pas spécialement sur les volumes, j'ai juste drop. Les calories sont autour de l'entraînement, j'ai mon beaucoup moins le soir. Voilà, c'est ok, c'est nickel comme ça. Mm. En plus, là, du coup, ça va être ta première prep au Portugal, parce que la première prep, tu l'avais fait en France. Que Ouais, aussi, ouais. l'environnement que tu vas avoir, ouais, il est vraiment petit. Parce que déjà, ben, je sais même pas si vous aviez pensé à ça, mais je pense pas forcément le fait en fait, là, ta prep, elle va se passer en décembre, janvier, février. Au Portugal, bon, c'est pas les tropiques non plus, mais il fera quand même un peu moins froid qu'en France. Je sais qu'on peut quand même avoir très rapidement froid, même quand il fait pas tant froid que ça. Même au niveau de l'environnement, la salle, t'arrives vraiment sur quelque chose qui est opti, vraiment une salle de body, des super machines pour mener une prep. On peut parler du regard des gens, qui sera quand même un peu différent sur une salle type le Blackout, ou même si t'as un aspect un peu très fatigué, très zombiesque, bah on va pas forcément te poser problème, chose que dans le Wild Fitness, quand tu t'entraînais, tu faisais la prep du coup en France, je sais pas comment ça se passait, mais potentiellement, bah, c'était pas le même esprit bodybuilding, etc. Du coup, tu pouvais potentiellement traîner un peu plus des pieds quand tu y allais, en sachant bah, que fallait dire bonjour, fallait garder les bonnes Alors manières de vivre. c'est même différent, tu vois. C'est-à-dire que tu dis plus facilement bonjour au blackout avec des checks, avec vraiment Ouais, de la parce que joie de tu vivre. sais que les gens Parce que comprennent. c'est plus. Ouais, parce que c'est aussi plus. Les gens sont plus avenants au Portugal et dans les pays comme ça un peu plus chauds, de vraiment dire, Mm, tu vois, mon frère, salut, comment tu vas, etc. Comparé à la mm. France où effectivement c'était l'accueil et après t'es capuche, tête baissée et tout le monde s'en foutait de toi, tu vois. Maintenant, je pense qu'au workout, effectivement, ça va pas trop causer de problème parce que Non. déjà il y a la barrière de la langue, bien sûr, et il y a aussi le fait que les gens juste s'en foutent. Comme dans en vrai, comme dans la plupart des salles, ils s'en Des foutent un salles, peu ça c'est du. certain. Et c'est exactement ça. Mais c'est Ils plus s'en que foutent ça un peut peu. te faire ressentir en fait. Et ouais, bien sûr. Et après, quand tu es en prep, en fait, tu te fais beaucoup moins remarquer dans le sens où en fait, tu vas faire un peu moins de bruit sur les machines. Tu vois, tu vas toujours aller dans un effort qui est assez haut, mais un petit peu moins. Voilà, tu vas faire plus attention à tes répétitions, bien posées, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi ça un petit peu qui fait qu'en fait, simplement, les gens t'oublient un peu et même tu es aussi un peu plus. T'es juste plus maigre. Donc, en fait, tu es un peu l'ombre de toi-même. Donc, en fait, les gens ont juste moins tendance à te regarder, à te voir et à faire gaffe. Et moi, je suis pas du genre en prep à être en débardeur, en short pour qu'on voie les strips partout. J'aurais plutôt tendance à continuer à m'habiller encore très long et juste débâcher quand je serai en posing room au final ou chez moi pour poser. Donc, puis surtout parce que t'as froid au final et qu'on est dans une salle où il y a pas spécialement de chauffage. Il y a la clim et encore, mais il n'y a pas spécialement de chauffage. Donc en gros, bah, quand il fait froid, il fait froid. Donc je pense que ça risque d'être possible que je m'entraîne même en doudoune, tu vois, genre, là comme j'avais pu faire en Angleterre un moment. Donc en fait, ça. Ouais, juste, je me prends pas la tête, je ferai mon truc et les gens comprendront. Et il y a beaucoup de personnes de la salle aussi qui me suivent un peu sur les réseaux au final. Donc ils vont le voir aussi par eux-mêmes et je pense que Ouais, ça sera juste des bravos, courage, c'est top et bonne séance, tu vois. Je pense que ce sera ça. Et même si jamais c'est pas ça, le mieux, ouais. de moi-même, malheureusement, je vais le faire ressentir que, bon, ouais, voilà, si je peux faire durer ma séance ne serait-ce que 5 minutes ou 10 minutes en moins, je prends. Donc voilà, on va pas partir sur un roman, toi et moi, tu vois. Donc on va s'arrêter là et ça sera comme ça. Ça va être court et efficace. Voilà, c'est Ouais, ça. ok. Ok pour ça. Et du coup, là, le nombre. Je pense qu'avec les questions, on va pouvoir y répondre aussi après. Mais le nombre Ouais. de compétitions visées, là. On a parlé NPC, on a parlé INBA. Du coup, tu penses à faire finalement, bah,
beaucoup plus petite saison que la première, ça c'est certain. 100%, ouais, bien sûr. Mais ça sera, ouais, ça sera histoire de potentiellement Je... deux compètes et une compète Non, internationale, quoi. ouais, non, je pense pas. Je pense que le nombre de compétitions sera plus ou moins le même que la première saison, c'est-à-dire Ah ouais? 6 à peu près, grand max. Ok. Mais par contre, sur un laps de temps beaucoup moins long, on est sur effectivement la première en avril et je pense que la fin va être vers juillet. Donc ça fait mai, Mhm. juin, juillet à peu près, sur 3 mois plus ou moins. Parce que la première, effectivement, elle serait vraiment un mois avant toutes les autres. Donc en fait, c'est à voir. Mais c'est ce qui me semble le plus intéressant. Ouais, la fin va s'arrêter plus ou moins vers juillet, je pense pas août. Donc ça fait 6 compétitions en l'espace de 3 mois, ce qui fait en fait pas ce qui laisse pas spécialement le temps de réfléchir. En fait, juste avant, c'est chaque Mm. semaine t'avances, chaque week-end, etc. Pas de week-end, des compétitions chaque week-end, mais au final quasiment. Euh, donc je pense que ce sera plus ou moins comme ça parce que stratégiquement c'est beaucoup plus intéressant. Ça répartit aussi les compétitions et les objectifs s'enchaînent. Du coup, t'as pas trop le temps d'y penser, les pick Ouais. week, etc. Machin. Donc je pense que au niveau des compétitions, on sera sur sans doute ça. Je pense pas faire une compétition, une saison pour 4 compétitions ou 2 compétitions à voir selon les calendriers si finalement voilà il y a quoi que ce soit. Mais je ne pense pas parce que c'est beaucoup de sacrifices et c'est trop peu, je trouve, de temps passé sur scène. Donc, je préfère maximiser ça. Donc, en fait, Mm. j'attends simplement le calendrier pour l'instant, à part Inba qui est sorti pour la Netherlands, parce que il y a d'autres Inba possibles. Il y a UKDFBA, il y a tout ça. Mais le problème, c'est que ces fédérations-là ne sont réservées que pour Les les natifs. régionaux. Les régionaux, les natifs, ouais, c'est ça, les Anglais, si c'est en Angleterre. Les Allemands, c'est les Allemands. Il y a vraiment quasiment que la INBA qui qualifie du coup pour derrière monde pour les étrangers. Et après, il y a l'Italie, mais l'Italie du coup a une comment dire a une catégorie vraiment uniquement pour les étrangers. Puis c'est un peu chiant aussi de concourir seul ou tu vois. Donc voilà, pas trop d'intérêt. Mm. Ok. Ok, ok. Ouais, du coup, c'était pas l'aspect, enfin, la partie de la prog, de ta prep à toi. On avait également reçu pas mal de questions, on va y répondre par la suite. Également, du coup, sur les compétitions dont tu parlais de Inba, il y aura également d'autres athlètes de la team. On va dire que bah, finalement, tu fais partie de ces athlètes aussi, hein, de la team, de fait même que tu es le coach de la team. Il y aura également trois athlètes avec moi qui vont concourir et on a visé également pour certains Inba Netherlands. Du coup, bah, forcément, si tu y vas, on sera quand même pas mal de la team là-bas. Bon sang. Euh, les deux athlètes, si vous me suivez sur les réseaux, donc sur Insta, donc si vous le faites pas, ben, vous pouvez tout à fait nous suivre, que ce soit Florian FloPeter sur Instagram et Florentin.tf pour moi-même sur Instagram. J'amènerai deux athlètes, Mathieu Joanny en Inba Pays-Bas, en tout cas c'est le but. Et le but pour les deux, ça va être de pouvoir les qualifier également en Hongrie. C'est vraiment le but premier. Cette compétition, on le sait qu'elle est super sur la qualité des athlètes qui y vont, l'organisation. Mais bien sûr, on y va dans le seul but de se qualifier au championnat du monde et pas faire moins. Ok, ça c'est certain. Et que ce soit Mathieu, qui a énormément de masse, énormément de potentiel à aller chercher déjà une carte pro là-bas et potentiellement une qualification au monde, ou même Joanie qui est bah, un junior, qui a un peu moins de masse mais qui a une super ligne. Euh, les deux ont très bien évolué. On a commencé une pré-prep en... Alors là, si je me trompe pas, on est en septembre. On a fait pour les deux à peu près 10 à 12 semaines de pré-prep, histoire de leur faire, bah, de les rendre beaucoup plus lean avant de commencer la prep. Les deux sortaient de leur peak bulk. Du coup, on avait fait deux grosses bulks pour les deux d'à peu près 35 à 40 semaines, histoire de vraiment pouvoir combler leur point faible. Ce qui était bien avec les deux, c'est que j'ai pu les avoir en suivi depuis un petit moment. Et c'était directement le but, c'était de pouvoir préparer du coup 2026. Du coup, on a pu mettre le plan en place, les faire bien grossir. Ça a été le cas pour Mathieu, ça a été le cas pour Joanie. Et de pouvoir entamer cette pré-prep de manière sereine et vraiment pouvoir ben, mettre la roadmap exactement comme je le voulais, comme on le voulait. Donc sur les deux, voilà, je suis très content. Bien sûr, j'ai des... Ça va être du coup les premières preps que je fais en tant que coach. Et sur les deux, donc ça va être déjà une super aventure, j'ai extrêmement hâte. Et sur les deux, j'ai extrêmement confiance en Joanie, en Mathieu. Et Ça fait simplement, quoi? j'ai Ça fait partie de tes super premiers hâte. suivis en fait là. Bah, en Un fait, an et demi, ça? c'est ça. Les deux.
que ce soit Joanie et Mathieu, ils font partie des peut-être 5 premiers Ouais, c'est ça, je me coachés, rappelle. même pas athlètes, vraiment coachés Coaché, que ouais. j'ai. Du coup, bah forcément, sur des premiers coachés, sur des personnes que tu suis d'aussi longtemps, bah, ça devient des athlètes, ça devient également des personnes en qui tu as confiance, presque des connaissances, et des amis, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que ça devient en plus d'objectifs personnels, que ce soit pour moi d'amener des personnes et de les faire gagner leur première carte pro, de eux, bah, de se prouver qu'ils ont le niveau parce qu'ils ont vraiment le niveau, ça devient également une aventure humaine et extrêmement hâte de voir tout ça, quoi. 100%. Et ouais, ça va être. L'année dernière, j'ai pu avec les compétitions sur lesquelles on a pu amener Mathis, on a pu amener Axel, je voyais vraiment ça d'un œil extérieur où j'étais là pour te suivre et pour voir un peu comment t'amener les athlètes. Maintenant, je passe un peu ben, de l'autre côté en tant que avec la casquette de coach et plus de co-coach, plus de ouais d'être là et de regarder un peu, de prendre des conseils, de prendre la Commis. vision. Ouais, c'est ça. Coach commis. Du coup, Commis de cuisine pour les coachs. ouais, c'est super challengeant. J'ai hâte du coup Inba pour eux. À voir également avec Mathieu, on a pensé également à potentiellement faire ICN France et potentiellement NPC, pourquoi pas. Ça, c'est à voir encore une fois. Les dates et ce que Mathieu peut faire. Pareil avec Joanie, je sais que potentiellement, s- au niveau du temps, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour lui. Euh, et il y a également un troisième athlète que j'ai pris là sur le cours de route, on va dire, depuis 2, 3 semaines. C'est Eliesa. Pour le coup, que ce soit Mathieu et que ce soit Joanie, on vise du body et on vise du classique pour Mathieu et Classique. du body pour Mathieu. Et pour Joanie, plutôt sur Inba du men's athlétique et du body. Sur Eliezer, on vise beaucoup plus du men's physique parce qu'il a vraiment la carrure d'un men's physique. Pourquoi pas du classique? Et cette fois-ci, on va pas forcément aller chercher du inba parce qu'à l'étranger, tout le monde ne peut pas forcément se permettre d'aller chercher des compétitions à l'étranger. Du coup, on va plutôt regarder ce qui peut se faire en France. Il y a eu du coup FBBN qui a été ben, annoncé comme d'habitude opéré, à voir si on fait le AFBBN ou plutôt si on mise sur du ICN en fonction encore une fois de quand est-ce que la date tombe, comme tu l'as dit, les calendriers sont pas Ouais, encore faits. vu que ça s'est séparé maintenant, ouais, c'est assez Mm. compliqué. C'est plus les mêmes, voilà, sont vraiment scindés, donc pourquoi pas directement aller chercher du ICN, vu que quand tu fais FBBN, la plupart du temps, c'est pour aller chercher du ICN derrière, autant directement aller chercher le ICN. Donc un peu à voir voilà, comment ça va se passer. Mais voilà, ça va être une grosse saison pour la team de ton côté et de mon côté en tant que coach et potentiellement des scènes où bah, on sera les deux là, que ce soit toi athlète et moi coach. Voilà un C'est peu le point également pour la team, donc c'est assez challengeant, même de se dire que potentiellement des athlètes de la team vont pouvoir concourir ensemble et concourir contre toi, c'est vrai que ça rajoute un petit piment en plus et au final, 100%. dans les plus beaux rêves, c'est un overall avec que des mecs de la team, ça serait assez fou quand même, clairement. Donc voilà pour ça, voilà un peu sur le point de moi de mon côté et de la casquette de coach que je vais enfiler, euh, bah, de coach, on va dire body plutôt, pour Ouais, la que t'as première fois sur t'as scène. déjà enfilé depuis un moment quand même la casquette là. Ouais, C'est juste, non, mais sur préparateur sur c'est scène, le bob là. C'est le bob, ouais, le le bob bob de de coach compète. prep, prep coach. Le bob de... Ouais, extrêmement hâte de tout ça. Est-ce que tu avais un point que tu voulais aborder en plus sur la prep ou sur autre chose, là où est-ce que t'es chaud, on aborde les questions? Pour moi, j'ai rien de particulier, comme j'ai dit, en fait, bah après, je pense, on va y répondre encore dans les questions, mais je peux pas donner encore énormément d'informations parce que vraiment, c'est le début et j'ai pas la roadmap précise parce que simplement, il n'y a pas Hmm. encore de roadmap précise qui ont été updatées, simplement, tu vois. Je pense, normalement, effectivement, il y a cette INBA, mais j'ai pas spécialement, pour l'instant, encore, bah, acheté ma licence, vu avec le président français, payer INBA Netherlands parce qu'en fait, j'attends de voir, et ce sera Les autres. effectivement un choix un petit peu cornélien si les deux tombent en même temps, parce qu'en même temps, World, ce serait un énorme plaisir de pouvoir faire Inba World, parce que les niveaux Inba World, j'avais fait Inba Europe et Inba World sont souvent bien. Là, on est sur Inba World Europe, enfin en Europe du coup. Pour les Européens, c'est plus simple, même s'il y a des Américains qui viendront, mais on n'est pas sur le tout dernier, du coup, le Olympia qui est à Las Vegas en fin d'année. Euh,
Il y a ça, mais en même temps, il y a du coup ce NPC. Et le truc, c'est que bah, si j'ai des chances en inbox, j'en ai moins en NPC, et que finalement, tu vois, enfin, voilà, faudra choisir. Donc, Ouais, si, ça va être moi, tranchant, ouais. ce que j'aimerais, c'est que ça tombe pas en même temps. Que je puisse faire Inba Netherlands, Inba World, et que du coup, ben, NPC France, à Issoire, je sais plus le nom exact, mais on va dire ça. NPC naturel en France, puisque du coup, bah, vu que je suis français, je dois passer par là. Ou si j'ai la possibilité du coup de faire un NPC au Portugal, qualifié pour d'autres NPC, parce que vu que je suis au Portugal actuellement, et que je peux prendre la licence du coup au Portugal, en fait, à voir si tu as besoin de quelque chose. Je sais que WNBF, par exemple, c'est possible. Mais voilà, il n'y a pas forcément de WNBF, même si WNBF, ça m'intéresse aussi. Mais le problème aussi avec WNBF, c'est que c'est des compétitions qui sont très loin. Donc c'est Dubaï, il n'y a rien de très proche chez moi. Enfin, il y a Italie, il y a Espagne, mais le problème, c'est qu'il faut être natif, encore une fois, l'Allemagne aussi, il faut être natif pour participer. C'est des championnats que pour eux. Donc en fait, ça m'intéresserait bien, mais j'en avais discuté aussi avec Arthur pendant la compétition. Le problème, c'est, enfin, prendre ma licence WNBF Portugal, potentiellement faire des très bons shows en WNBF, et me retrouver avec le drapeau Portugal derrière moi, en sachant que je suis quand même français, que bah, c'est un peu compliqué. En fait, bah, ça reste du sport après et tout, mais en fait, c'est vraiment à voir. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir faire des bonnes scènes et ouais, vraiment, voilà, pour voir ce qui correspond le mieux, quoi. Ouais, tu vas Et voir pour ça sur le tas les avec. KT, les KT, on n'en a pas parlé, mais effectivement, bah, c'est Body, ma KT, je pense que ça sera Body, et voilà. Ouais, tu vas pas essayer d'aller faire du classique. Je sais pas, on verra. Ok. Mais pas du men's en tout cas, ou autre chose, ça c'est clair. Ouais, je te vois bien avec un petit short. Non, je pense pas. J'aime Euh, beaucoup cette KT, mais elle va pas à ma structure. ouais, ouais, t'as des grosses jambes, autant s'en servir. Contrairement à certains qui n'en ont pas, Ouais. comme moi. Au niveau des questions, tu veux qu'on aborde des questions d'abord sur la prep ou on prend un peu tout au hasard là? Bah après, s'il y a des questions qui sont en dehors de ça, on peut les garder pour un Hmm, spécial FAQ de nouveau. Ça qui est bien. Je pense que si chaque 4 ou 5 épisodes on fait une FAQ, c'est bien. Moi, ça reprend un peu tout et c'est cool. ok. Euh, tac, du coup, on va essayer de prendre des questions qui sortent un peu de déjà ce qu'on a pu répondre. Euh, ok. Alors ça, on peut le dire. Alors, la question c'était combien, coucou Flo, je n'ai pas très bien suivi, du coup, combien de temps va durer cette prépa? On l'a un peu répondu, du coup, on va dire à peu près 18 semaines sur le début de sur la première compétition, avant la première compétition. Et bah, du coup, si c'est fin août, Ça fait tu 6-8 rajoutes. à peu près. Ouais, 6-8 mois, c'est quelque chose qui est assez cohérent sur une prep. Si t'es pas prêt à faire ça en prep, je pense que ça sert à rien de se lancer dans une prep, à moins que t'es déjà très sec au début. Mais ouais, quelque chose d'assez normal. 6-8, c'est quelque chose de normal. ok. Est-ce que tu vas partager ça sur YouTube? À quelle fréquence? Je pense que tu l'avais dit, du coup, tu reprenais la série de vidéos Game Time. Comment tu vois les choses? Tu vas poster toutes les semaines? Tu vas essayer de poster toutes les semaines, là? Le but, c'est ça, ouais. Je vais essayer d'updater au maximum, poster toutes les semaines. Alors après, j'ai peut-être un peu fait le tour de certains points, mais bon, quand tu es en prep, les points sont toujours assez intéressants. Je pense que je vais essayer de poster toutes les semaines. Je vais essayer de commencer déjà cette semaine-là. J'ai pas encore spécialement commencé, là, on est dimanche, mais je pense que de faire une vidéo pour faire un peu un récap de à quoi ça va ressembler, ce que j'ai pu dire là, mais du coup, pour les gens potentiellement qui n'écoutent pas le podcast, en fait, ce sera Hmm, un récap de ce qu'on a pu dire dans le podcast, mais vraiment que ciblé sur du coup ce qui me concerne, on va dire. ouais, Donc ça pourra s'écouter comme un podcast sans doute. Je vais regarder, mais je pense que je vais essayer de faire ça au maximum chaque semaine, comme j'avais fait un peu sur le premier game time, sans me prendre la tête, sans faire un truc incroyable ou montage, je sais pas quoi, mais juste simplement voilà ma vie, voilà à quoi ça ressemble, et voilà comment, en gros, mon objectif c'est de pouvoir montrer comment il est possible avec une bonne rigueur, une bonne organisation, une passion pour le body, de réussir à amener un très bon niveau tout en étant un bon coach, en ayant des bons résultats avec les athlètes avec qui je travaille, en ayant un job à côté qui prend du temps enfin un job à côté du coup les retours quoi et le métier de coach qui prend du temps en ayant la fatigue en ayant la faim en ayant tout ça à gérer de réussir quand même à amener un très bon niveau sans juste être simplement un athlète qui est guidé en étant vraiment un coach qui aide aussi les personnes à être meilleures ouais. voilà mon objectif c'est vraiment de montrer ça et montrer que c'est possible et voilà donner des petits tips pour y arriver Ouais. quoi Et et dans tous les inspirer comme cas, j'avais pu dire ça peut aider des gens les gens adorent les routines de prep, faut le dire.
Tu pourras je mettre pense. la routine, tout le temps la même vidéo, j'allais te dire, full day of eating, qu'est-ce que je mange, où je vais m'entraîner. Les gens adorent ça et veulent suivre ça aussi, voir l'avancée du physique Des en petits vlogs vidéo. sympas, ouais. Ouais. Là, on va vraiment faire le tour des questions pour toi. Dans tous les cas, c'était vraiment pour toi l'épisode. Une vraie question, enfin, la personne a dit ça dans la question. Ah oui, Vraie ça c'est question, mais intéressant. pourquoi ne pas profiter des fêtes de fin d'année avant une si longue prep? Alors, je te laisse répondre encore une fois. Alors, je vais commencer déjà par la question, déjà parce que mon objectif, il est plus intéressant que du coup des fêtes de fin d'année en général. Et deuxièmement, pour répondre encore à la question, c'est qu'au final, l'objectif, il est pas si long que ça. Comme j'ai dit, 6-8 mois, c'est un peu une prep normale et il faut bien la commencer au moment quand tu veux concourir en saison A. Si t'es pas prêt à faire du coup 6-8 mois, comme j'ai pu dire, ça sert à rien de se lancer dans une prep ou alors t'es déjà prêt. Donc, ça ne me dérange pas en fait de pas fêter les fêtes de fin d'année parce que je pense que c'était surtout une question de bouffe et du coup profiter avec sa famille de manger des repas de Noël. Moi, Ouais, c'est ça. je ne vois pas la bouffe comme un moyen, un moment où tu profites. Profiter avec ma famille, ça veut dire être avec eux. Si je dois avoir mon tube, ça me dérange pas du tout du moment que je suis avec eux et que je peux discuter et passer du temps Changer, avec ouais. eux. Ça, pour moi, c'est le plus important. Et je suis vraiment au début, donc ce sera pas forcément trop grave et ce sera pas forcément trop fatigant. Donc en fait, j'ai commencé parce que mon objectif d'être prêt sur scène et d'être shred, il est plus important que du coup fêter les fêtes de fin d'année. Simplement aussi pour ça, parce que fêter les fêtes de fin d'année, ça veut dire un mois en moins et un mois en moins et devoir perdre à la place plutôt 1,4 kg par semaine, bah, c'est beaucoup plus compliqué pour la rétention musculaire, pour la fatigue, pour les entraînements, pour réussir à rester fort. Donc comme j'ai pu dire, en fait, simplement, mon objectif, il est plus important que les fêtes de fin d'année. Et je vois pas les fêtes de fin d'année comme obligatoirement se goinfrer ou manger comme pas possible pendant les repas. Je vois les fêtes, pardon, de fin d'année plutôt comme profiter avec ma famille, si jamais, et être avec eux simplement, tu vois, même si je dois avoir autre chose ou manger un tube, bah, je ferai ça et c'est absolument pas grave. Ouais, c'est ça, exactement ce qu'on disait, c'était que le plaisir ne vient pas tout le temps de la nourriture. Absolument. Si tous les plaisirs de votre vie viennent de la nourriture, c'est que déjà de base, je pense, dans votre vie, vous ne mangez pas assez. Et que, en fait, vous avez une relation qui est mauvaise avec la nourriture. Mais ouais, bah, c'est simplement ça. Qu'as-tu appris des saisons précédentes que tu vas appliquer en 2026? Du coup, bah, ouais, les erreurs et ce que tu as appris sur 2023. Question, ouais, super intéressante aussi. Déjà, bon, je pense qu'on a pu dire c'est faire une saison moins longue en termes de compétition, en faire peut-être autant, mais surtout moins espacé, moins tout ça, pour repartir bien. Je dirais du coup un post-show correctement en récupérant ma routine le plus rapidement possible, donc sans chercher à voyager, sans tout ça. Ce qui est bien du coup, c'est que potentiellement la saison B, elle commence en septembre. Et si je finis en juillet, ben, j'ai quand même 2 bons mois pour me remettre dans ma routine et ensuite, du coup, voyager avec les compétitions. Donc ça va le faire. Ouais. Au niveau des entraînements, je pense que il y a rien de particulier parce que j'ai continué à m'entraîner fort et j'ai toujours continué à m'entraîner fort. J'ai su descendre les charges quand il fallait descendre les charges. Je pense que ouais, ce que j'ai vraiment appris, c'est la longueur du déficit, du coup, le temps du coup en déficit aussi, et le post chaud, tu vois, rester sur sa routine. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que je ferai gaffe. Et ça se trouve, j'apprendrai encore autre chose cette phase-là, mais là, c'est vraiment ce qui me vient tout de suite là maintenant Mhm. en tête et ce que je vois simplement. Toi, première prep, t'étais pas quelqu'un qui a forcément, et je pense que tu l'es pas, quelqu'un qui veut absolument avoir du volume. Je t'avais même pas fait t'avais pas fait cette erreur classique des premières prep de vouloir avoir trop de volume. C'est les choses qu'on parlait avec Arthur et qui avaient fait pas mal réagir sur les réseaux. Le volume, la caféine, les édulcorants. Est-ce que t'avais fait ces erreurs-là? Est-ce que t'en avais abusé sur certains points et tu sais maintenant que tu vas plus en abuser ou t'avais vraiment bien géré ça? Non, je pense pas. Je pense juste que je sais que quand j'ai un peu moins, j'ai plus envie de sucrer, donc je vais peut-être avoir plus un monster par jour plutôt que deux par semaine, plus ou moins, ou que sur les jours off quand j'étais en phase de masse, ou même des fois pas du tout. Ouais. Euh, mais sans être quelque chose d'abusé, ça fera juste partie du truc. Après, j'essaie pas forcément
pareil, quand je faisais la crème de maïzena, par exemple, j'essayais pas d'avoir plus de volume que ça, mettre plus d'eau que ça, ou même la crème de riz, j'essayais pas de mettre plus d'eau que ça dans la crème de riz, parce qu'au final, ça reste de l'eau, et en fait, ça te fait juste du volume dans le ventre pour rien. Et je suis pas du genre à manger j'allais dire des fenouilles, mais c'est pas des fenouilles, des konjac, Konjac, ou ce ouais. genre ou ce genre de choses-là. Et en fait, la toute première prep que j'ai faite, du coup, saison A, j'avais beaucoup plus de glucides, parce qu'on fonctionnait avec des glucides beaucoup plus hauts, du coup, avec Lucas. Donc en fait, j'avais facilement des pommes de terre à pouvoir mettre en quantité, sans que ce soit volumineux, mais juste en quantité. Et sur le sel d'après, bah, simplement juste, j'avais pas assez de glucides pour en fait mettre énormément de pommes de terre. Donc en fait, juste simplement, c'était comme ça. Et le volume, c'est pas forcément quelque chose où je cherche à faire volumineux. Je mange juste simplement plus doucement ou avec une petite cuillère. Et plus ça va avancer, plus la petite cuillère va diminuer, tu vois. Quitte à manger qu'avec des baguettes sur la fin. Mais sinon, ça sera pas du extra volume. Je préfère prendre plutôt plus le temps vraiment de digérer tout ça et d'assimiler de manger plutôt qu'avoir du volume. La Ok, clé pour moi, elle est plus dans la rapidité où je mange que le volume. ok. Ok, ouais. Et est-ce que du coup, c'est la même personne qui posait c'est la question, et les deux questions étaient très intéressantes. La seconde question, c'est comment tu gères ta charge mentale et le stress en période de prépa. Surtout que, ben, là, tu l'as dit également, maintenant, tu as encore plus, de plus en plus de personnes que tu suis, etc. Du coup, tu auras encore plus la casquette de coach. Comment, déjà, est-ce que ça te stresse, ça, de devoir gérer ben, potentiellement des athlètes qui vont commencer leur prep en même temps que toi, tu vas faire ta prep, etc. Alors, je pense que généralement, le stress, il vient de deux points. Il vient d'un manque d'organisation. Moins tu es organisé, plus tu vas stresser. Et d'un manque potentiellement aussi de connaissances et que tu saches ce que tu fais. Parce que potentiellement, les coachs qui sont stressés quand ils mettent quelque chose en place, c'est souvent les coachs qui savent pas comment bah, faire une prep, comment quoi mettre en place, etc. Donc, tu auras aussi beaucoup plus de stress. Donc, en fait, ce stress-là, je l'ai pas ou de moins en moins parce que du coup, ben, des preps, j'en ai déjà mis en place. Des sèches, j'en ai déjà mis en place. Des prises de main, j'en ai déjà mis en place. Non pas que j'ai la science infuse et que je sais ce qui marche, mais je suis beaucoup plus confiant et j'aurai beaucoup moins de potentiels cas compliqués qu'avant parce qu'en fait, c'est plus quelque chose de compliqué en fait pour moi, on va dire. Si jamais quelque chose bloque, je saurais quoi mettre en place et j'ai pas mal de cartes à pouvoir jouer parce que je sais que ça marchera. Donc en fait, la charge mentale, je l'aurais pas forcément. La charge mentale sur les résultats mes propres résultats, elles seraient un petit peu, du coup, de ma prep, elles seront un peu présentes, normales, parce que du coup, je le partage sur les réseaux. Donc, il y a un peu d'ego, il y a quand même envie de faire des bonnes places. Et du coup, ben, je le fais bien sûr pour moi avant tout, mais il y a quand même l'envie de rendre fier. Et puis, les gens qui suivent derrière, c'est un moteur aussi. Donc, il y a un peu cet aspect-là. Après, bien sûr, la charge mentale résultat du coup des personnes que j'amènerai, ça elle sera encore plus importante parce que c'est ce qui fait ma vie au final et ce qui permet aussi de vivre bien sûr et ce que j'aime encore plus. Mais là, à ce moment-là, j'aurais fini ma prep Ouais, t'auras et fini, ouais. les mois vraiment importants où tout se joue et les détails se jouent, ça fait déjà 2 mois plus ou moins que j'aurais fini ma prep. Donc en gros, le moment où bah, même toi, ou les moments où les gars vous partirez vraiment en prep, ce sera plus ou moins avril, allez, on va dire début, fin, selon les physiques, plus ou moins et l'avancée. Là, ces moments-là, au début, pour faire perdre du poids, c'est pas ce qui est le plus compliqué. C'est toujours ce que je dis. Faire perdre du poids à quelqu'un, c'est pas ce qui est difficile. Tout le monde peut le faire. Préparer quelqu'un, c'est là que ça va devenir compliqué parce que ça va demander des réglages et ça va demander d'être capable d'analyser qu'est-ce que c'est un mec qui est sec d'un mec qui est shred. Parce qu'en fait, on voit souvent des gars sur scène qui sont secs, pas de souci, mais des gars qui sont shred, souvent on les voit pas parce que simplement les coachs s'arrêtent avant ou ont peur en fait d'aller très loin. Donc en fait, il y a une grosse différence là-dessus. Et ces moments-là vraiment qui sont déterminants pour une compétition qui est plus ou moins en septembre, ils vont commencer à arriver vers, on va dire, Août, ouais. juillet, août, tu vois. Et comme je disais, Mm. juillet, je serai quasiment à la fin, donc j'aurai déjà le temps de m'y pencher dessus largement Ok. parce qu'en fait, je serai dedans depuis un moment et puis ma prep, elle est gérée, donc Mm. du coup, j'ai pas trop peur. Ouais, mais toi, du coup, quand t'es fatigué, t'as pas forcément cet aspect de devenir anxieux pour tout et rien, ou tu sais, avoir plus de stress, mais potentiellement un stress qui un peu inexpliqué, ou alors des choses dans la vie qui t'arriveraient en face de masse et ça te roule, ça te coulerait dessus, mais là, d'un coup, le fait d'être fatigué, tu prends ça peut-être beaucoup plus à cœur, ou t'as de plus en plus de choses enfin, de plus en plus de mal à gérer des événements hyper simples. Le fait de faire des choses, le fait de avoir beaucoup de choses dans ta journée, ça peut potentiellement te rendre très stressé, très anxieux. Même si t'es bien organisé, le simple fait d'avoir beaucoup de choses à faire avec la fatigue, est-ce que ça te faisait ça sur la première prep ou pas? C'est pour ça que
le sommeil et ma routine de sommeil, ça va être quelque chose que je vais mettre un point d'honneur dessus parce que moins je suis fatigué, moins je suis anxieux. Moins j'aurai envie de faire des choses et moins j'aurai l'impression que j'ai une montagne de travail. Donc si jamais je Hmm. me rends compte effectivement que potentiellement j'ai une montagne de travail, simplement je ferai passer en priorité ce qui est important, donc mes athlètes, les chings, etc. Et les trucs qui sont potentiellement moins importants, comme à tout prix filmer une vidéo YouTube, à tout prix faire du contenu, etc., bah, ça passera peut-être en second, même si je vais m'organiser pour faire ça, et du coup, ça passera sur d'autres jours. Euh, donc, je suis pas forcément trop ça. Je pense avoir la tête assez froide et réussir à faire vraiment la part des choses entre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est un peu moins, et qu'est-ce qui doit vraiment être fait en priorité et qu'est-ce qui doit moins être fait. Ok, ok. Ouais, je pense Et que... justement, ça va être aussi une bonne expérience. Après, j'avais déjà préparé enfin, ouais, coaché des personnes et lorsque moi j'étais en prep la première fois, maintenant c'est sûr que le niveau est beaucoup plus haut et j'en ai aussi beaucoup plus, mais c'est pas pour autant que je vais continuer à appliquer exactement, voilà, une bonne routine. Et justement, le but c'est aussi de pouvoir bah, montrer tout ça et comment je manage et comment ça peut aider aussi d'autres personnes. Ok. Au niveau des questions, là, on a eu pas mal, enfin, tout ce qui était au niveau de la prep et surtout sur toi qu'on été posées. Est-ce que tu veux aborder d'autres questions? On a eu des questions sur le sommeil, on a eu des questions sur la faim et le body fat. Ça peut toucher aussi à un peu tout ce qui est prep. Est-ce que tu veux qu'on y réponde ou est-ce qu'on prend ça pour d'autres podcasts? Si, j'ai vu des questions intéressantes, ça me semble, je pense Ouais. qu'on a le temps encore, on peut les faire. Bah, là, le coup, c'était vraiment très lié à ce que tu viens de dire, donc je pense que c'est une très bonne transition. C'est du coup vos meilleurs conseils pour avoir un sommeil réparateur. Je peux y répondre, et c'est un peu ce que tu disais. Du coup, c'était garder vraiment une routine de sommeil qui sera fixe. Quand je parle de routine, c'est comme d'habitude ce que tu vas mettre en place dans ta journée, mais aussi avant d'aller te coucher. Donc, le fait de garder tout le temps une horaire fixe pour être couché forcément le plus tôt possible. Je parle pas d'aller se coucher à 18 h ou 19 h, mais si tu peux être couché vers 21 h, 21 h 30 maximum 22 h, ce sera toujours le mieux parce qu'on sait que c'est là où ton sommeil sera le plus récupérateur. Et si, voilà, si t'as pas d'autre possibilité, que tu es obligé d'être couché à 1 h du mat parce que ton travail te le demande, ce sera toujours une bonne chose. Mais au fur et à mesure du temps, ton corps va quand même s'y habituer. Malgré tout, si tu as l'habitude de te coucher tout le temps à 1 h du mat, ton corps va quand même s'habituer à s'endormir rapidement à 1 h du mat. C'est pas pour ça que tu auras un sommeil aussi récupérateur que si tu allais te coucher à 21 h, 22 h. Donc essayez quand même de se coucher assez tôt et garder tout le temps les mêmes horaires. Après, il y a plusieurs choses. C'est surtout à se coucher avec un cerveau qui, en tout cas c'est pour ma part, et je le vois sur pas mal de mes athlètes, pas mal de mes coachés, c'est un cerveau qui va être pas vide, mais qui va être organisé. Et pas que ça soit le fouillis dans ta tête, que tu penses en fait à qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta journée, qu'est-ce que tu as mal fait, qu'est-ce que tu vas devoir faire la journée d'après. Parce qu'en fait, simplement, c'est la principale cause d'anxiété, de stress et du coup d'insomnie. C'est en fait d'avoir un cerveau qui est complètement en vrac et d'organiser en fait sa journée. Et ce que tu as fait dans ta journée au moment où tu vas dormir, parce que c'est potentiellement le seul moment off de ta journée où tu n'es pas sur TikTok, où tu n'es pas dans le rush du travail, où tu n'es pas... En fait, il n'y a pas un stimulus extérieur. Et souvent, en réalité, aujourd'hui, les seuls moments où on n'a pas du tout de stimulus, c'est quand on ferme les yeux. Et du coup, tu vas commencer à penser, à mettre de l'ordre dans tes idées à ce moment-là. Donc, avoir une bonne routine de coucher, c'est pas simplement utiliser des lunettes anti-lumière bleue, je sais pas, mettre de la musique ou ça peut être une bonne chose, mais l'essentiel, c'est aller se coucher avec le moins de stress possible. Donc, ça peut passer par avoir moins de stress par les écrans, par la lumière que tu vas mettre dans ta chambre, par le fait de couper ces écrans parce que du coup, tu n'auras pas de stimulus extérieur, de stress venant du job, de tes collègues, de tes amis, etc. Mais ça vient aussi du stress que tu t'imposes à toi-même, donc ton organisation. Donc être sûr et certain que tout ça soit bien organisé, que tu notes par écrit. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, si c'est le bordel dans ta tête, simplement note qu'est-ce que tu as bien fait cette semaine, cette journée, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce que tu aimerais améliorer et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour améliorer ça. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est euh, quand tu as de l'anxiété et que tu as du stress, c'est deux choses. Soit la première chose, et c'est assez peu le cas, c'est t'as un événement qui va arriver, t'as pas de pouvoir dessus. Mais c'est souvent pas le cas. Souvent le stress, c'est tu as peur de ne pas faire les choses
Et en fait, le seul remède à ça, c'est organiser. Si tu t'organises, tu sais que tu vas mettre, que tu vas faire les choses et dans ce cas-là, tu ne seras pas stressé parce que tu sais que tu vas te lever à 8 heures, tu vas faire cette tâche-là. Pourquoi stresser si tu sais que tu vas te lever à 8 heures, tu vas faire cette tâche-là, qu'ensuite tu vas enchaîner sur ça, etc. Donc simplement, ne pas être stressé. Et pour ne pas être stressé, c'est pas simplement, ok, je vais devenir un moine, non. Faut simplement s'organiser et avoir le moins de stimulus extérieur. Voilà, mais après, c'était vraiment, il y a des problèmes d'endormissement, de stress, ben, tu peux toujours accélérer ton endormissement avec de la mélatonine, potentiellement te complémenter en plantes adaptogènes type ashwagandha pour essayer de faire réguler ton stress, mais ça sera jamais, ce sera simplement de l'optimisation. Encore une fois, si de ton côté t'es stressé, tu peux prendre autant d'ashwagandha que tu veux, ça va rien faire, ça va rien faire du tout. Après, c'est Voilà. la partie avant et la partie pendant, c'est faire en sorte d'avoir au maximum une chambre qui est tempérée. Alors actuellement, c'est assez Mm. simple. Dans le futur, quand il fait chaud, bah, soit installer une clim dans ta chambre, soit avoir une clim qui est portable et qui prend l'air et qui dégage le chaud ailleurs, ou qui le garde en soi. Maintenant, tu as souvent ça. Donc une chambre tempérée entre 18 et 20, généralement c'est OK, quitte à avoir froid, mais justement c'est ça aussi le but. Et après, le mieux c'est, je dirais, des bouchons d'oreille et un bandeau, parce qu'au moins ça te permet de pas voir la lumière du jour, même si t'as des volets, on sait jamais. Et du coup les bouchons, bah, c'est tous les bruits un peu tout bêtes, mais je sais pas, si c'est dans un appartement, bah, le voisin au-dessus qui fait tomber quelque chose. Euh, Les la, craquements, voi- les... la voiture qui klaxonne sur la route, je sais Ouais, rien, ou le gars qui se gare, bref, des trucs tout bêtes, tu vois, ou ton copain, ta copine qui ronfle, j'en sais rien non plus. Mais des trucs vraiment tout bêtes, et ça c'est vraiment à partir de là. Et après, voilà, récupérateur. Après, ce qui peut aussi être intéressant, c'est suivre aussi ça, le bracelet Whoop ou la montre, ouais, la montre, oui, les montres du coup Apple, mais aussi du coup les Oura Ring, quoi, les bagues, où tu peux vraiment voir à quel moment tu stresses et du coup manager aussi tout ça. Mais bien sûr, ça demandera d'avoir une routine qui est bien. Ouais. Stopper les écrans assez tôt, regarder vraiment ce qui te stresse, même si la série que tu regardes, elle est vraiment trop bien, mais qu'en fait tu te rends compte qu'elle te stresse. Moi, j'avais déjà remarqué ça avec Walking Dead. On avait commencé ça, mais en fait, ça me stressait avant d'aller dormir. C'est pas la peur ou quoi, mais juste, je me dormais extrêmement mal. Et en fait, j'ai simplement arrêté cette série-là, parce qu'en fait, bah en fait, je sais pas, au bout d'un moment, j'y suis plus retourné, j'ai laissé tomber. Et du coup, je dormais beaucoup mieux. Et voilà. ouais, les zombies, ça stresse de fou. Ouais, ça doit être ça. Comment retrouver des hormones de faim normales après avoir été trop bas en body fat? Réponse, tu veux commencer à répondre, sinon je peux y aller. On aura Bah la en même fait, je réponse. vais y répondre assez simplement, se laisser du temps. Ça dépend combien de temps t'es, mais se laisser du temps. Et après, au bout d'un moment, faire la part des choses entre des cravings et avoir faim. Comme on a pu dire, avoir faim, c'est normal. Si maintenant on prend par exemple le cas de Mathis et Axel, bah, ça fait plus assez longtemps qu'ils ont fini maintenant leur dernière compétition. On est quasiment sur pas loin de 6 mois au final, hein, c'était Vera. Juin, juillet, allez, on va dire un peu 5 mois. Si je les interroge les deux ont encore faim, mais c'est pas une faim au point où ils ont envie de tout dégommer dans leur placard. C'est juste une faim où ils sont super contents, sans que ce soit abusé non plus, de manger au moins des repas, mais ils peuvent très bien aussi faire des semaines sans faire de repas en extérieur parce qu'ils n'ont pas besoin de manger des quantités astronomiques. Donc en fait, il faut faire la part des choses entre ça. Avoir faim, c'est une bonne chose. Euh, sans forcément aller faire des prises de sang ou voir où on est ton hormone de la ghréline, etc. et la satiété, mais juste simplement se laisser du temps. Il y a des personnes, ça va être rapide, il y a des personnes, ça va être moins rapide. Si vraiment tu sens que tu en as besoin, ben, c'est pas forcément top, mais joue un petit peu sur le volume, peut-être les 2 premiers mois, et après, par la suite, tu redescends gentiment, et plus tu feras gaffe, plus tu pourras manger plus, et plus ça va revenir simplement à la normale. Il y a des gens, ça met beaucoup de temps, des gens, ça met Mm. moins, ça dépend de ton appétit, ça dépend combien de temps tu as passé avec un body fat bas. Mais ne pas essayer de stresser les choses et juste simplement être patient. C'est pas je mange 3500 calories et j'ai encore faim, ok, je peux y aller, je peux balancer encore des calories. Si finalement tu prends 2 kilos par semaine, bah non, du coup tu dois manger moins et tu dois accepter cette faim simplement et elle fait partie du process. En masse Ouais, comme en sèche. c'est ça. C'est ça, surtout, voilà, comme tu le disais, c'est la différence entre avoir faim et être juste très attaché à la nourriture. Là, actuellement, Exactement. si tu as été vraiment bas en body fat, du coup, t'as certainement dû connaître la réelle faim et pas simplement vouloir manger.
Donc, à quel point les signaux que t'envoie ton corps actuellement sont les mêmes qu'à ce moment-là quand tu étais bas en body fat? Si c'est les mêmes, c'est soit que tu n'as pas assez remonté tes calories, parce que ben, potentiellement, si t'étais bas en body fat, ça peut arriver pour pas mal de personnes, soit qu'ils ne se font pas en suivre, soit qu'ils ne le font pas pour une bonne raison aussi, de descendre bas en body fat, ça peut arriver. Euh, du coup, ça peut des fois être compliqué de reprendre le fat que tu avais perdu pour plusieurs raisons. Du coup, des fois, on a souvent tendance à y aller beaucoup trop progressivement. Et si tu étais vraiment bas en body fat, des fois, y aller beaucoup trop progressivement, c'est pas forcément une bonne chose. Après, hein, ça dépend, hein. Je te suis pas, je peux pas comprendre à quel point tu augmentes ou pas. Mais simplement passer du temps en surplus et augmenter ce surplus, ne pas avoir peur d'augmenter ce surplus-là. Et si ton body fat reste beaucoup trop bas, c'est très certainement que tu n'as pas assez remonté. Et dans ce cas-là, oui, si ton body fat peine à augmenter, ben potentiellement tu peux toujours avoir très faim. Donc se laisser du temps, manger, 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 manger. Et pour certaines personnes, déjà au bout d'un moment, tu n'auras plus faim, tu seras toujours très attaché à la nourriture. Et en fait, tu vois, ces deux cas, comme disait Florian, Axel et Mathis, au bout de 6 mois, ils ont plus faim. Enfin, ils ont faim, mais c'est plus, ils ont envie de manger ou ils peuvent encore avoir envie de manger. Ils ont envie d'aller manger leur repas, etc. Mais ils ont plus faim comme ils pouvaient avoir fin de prep et début de post chaud. C'est autre chose, c'est un autre cap. Donc, au bout d'un moment, tu auras moins faim, tu seras toujours attaché à la nourriture et à force de manger des grosses quantités parce que tu seras en surplus. Faut pas avoir peur d'être en surplus non plus. Bah, tu seras de moins en moins attaché à cette nourriture-là et tu repartiras à la normale. Mais ça peut prendre un an, hein, ça peut prendre même plus. Ça dépend vraiment des personnes, de déjà à quel point ils avaient une vision de la nourriture qui étaient ancrés chez eux, dans leur famille, etc. Ça vient aussi beaucoup de ça, de l'éducation. Du coup, si t'es quelqu'un qui avait beaucoup l'habitude de manger, aimait manger, etc., ben, potentiellement, ça va être un peu plus compliqué de revenir à des signaux normaux que si jamais t'as jamais vraiment été plus attiré que la nourriture et tu voyais ça plus comme une fonction que de chose. Mais voilà, se laisser du temps comme Flo. 100%. Merci à toutes et à tous d'avoir pu suivre ce 11e épisode du podcast qui était sur le thème du coup des prépas de la team pour 2026. Encore une fois, si les épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à partager les extraits sur Insta, n'hésitez pas à partager vos écoutes également en story Instagram. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous donne de la visibilité et ça nous encourage tout simplement à continuer à faire le podcast et potentiellement à toucher de plus en plus de personnes, ce qui est également le but du podcast. Si c'est pas déjà fait également, vous pouvez laisser des 5 étoiles sur Spotify si vous écoutez le podcast sur Spotify. Et si vous préférez le regarder sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un j'aime et laisser également des commentaires, soit des questions par rapport à des thèmes et des problématiques qu'on a pu aborder, soit tout simplement dire si vous avez aimé ou non. Et vous pouvez également laisser des potentiels nouveaux sujets de podcast sur des thèmes qu'on a soit effleurés, soit pas du tout abordés. C'est peut toujours être très intéressant. Et si on voit qu'il y a des sujets qui peuvent plaire à pas mal de personnes et qui reviennent souvent, ben, potentiellement, ça pourra nous donner envie de traiter également ces sujets. Vous pouvez également suivre Florian sur Insta et YouTube. Bien entendu, avec la prep, il y aura de plus en plus de vidéos de son côté, donc n'hésitez pas à le suivre, ça sera super intéressant. Donc Flo PTR sur Instagram et sur YouTube. Vous pouvez également me suivre sur Instagram florentin.tf et Florentin GRC sur YouTube. Également pour moi, les vidéos YouTube et le rythme vont reprendre avec la nouvelle année et la fin de cette année, mais surtout avec la nouvelle année et le début de ma prep. Si vous êtes intéressé également par du coaching dans la team, que ce soit avec Florian ou avec moi-même, que vous soyez un athlète ou non, j'allais dire un compétiteur ou non, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures de suivi, histoire qu'on puisse faire un call, voir un peu le plan et ce qu'on pourrait mettre en place pour vous pour atteindre vos objectifs, que ce soit de la compétition pour 2026 saison B avec Florian, je ne prends plus les athlètes en saison B en 2026, ou 2027, ou 2028, ou 2029. Pour le coup, Florian et moi-même, on est ouvert à toute demande, que ce soit du coaching, que ce soit pour les compétiteurs, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous de vos objectifs, de votre profil, pour qu'on puisse mettre ça le plus tôt en place et vous assurer l'obtention de résultats et surtout l'obtention de vos objectifs. Merci à tous et à très vite.